boycott pour donner de l'aide. On bat les gens, on tire dans la tête. On brûle les maisons, on tue les frères. Irak, Iran, c'est la lance de fer. On sacrifie des générations entières. Oh, on apprend aux femmes à tirer le bazooka. On envoie les enfants mourir pour Allah. Ouais, nous, on fabrique des bombes. De plus en plus de bombes. Nous, on fabrique des bombes. On peut en tuer des millions à la ronde. Pour écraser les moudjahidines, les Russes emploient les armes chimiques. D'El Salvador jusqu'au Chili, les Ricains subventionnent la zizanie. Liban, Syrie, Israël, charrettes de feu venant du ciel. Deux missiles Sam au Exocet. Y'a rien de plus mortel pour que ça pète. Ouais, nous, on fabrique des bombes. De plus en plus de bombes. Nous, on fabrique des bombes. On peut en tuer des millions à la ronde. Bon, bonjour, je m'appelle Pierre Stamboul, j'ai 58 ans, je suis professeur de mathématiques à Marseille. Je suis un juif de la deuxième génération. Mes parents ont émigré en 1938 venant de Bessarabie, un pays qui n'existe plus, entre Ukraine et Moldavie. Mes parents ont été résistants, ma mère a été la seule survivante de sa famille. Mon père faisait partie du groupe Manoukian, il a survécu mais il a été déporté à Buchenwald. Je parle un petit peu de ça parce que souvent on estime que nous autres juifs antisionistes, nous ne sommes pas juifs, donc j'ai donné quelque part des preuves entre guillemets de mes origines. J'appartiens à un mouvement qui s'appelle l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix. Pourquoi notre association, dont je suis membre du bureau national, pourquoi s'est-elle développée? Comme tous les autres citoyens vivant en France, nous sommes particulièrement indignés et écœurés par les violences, les humiliations quotidiennes, les crimes qui sont commis par l'armée israélienne contre le peuple palestinien, mais s'ajoute pour nous quelque chose d'autre. Ce crime est commis par un État qui se dit juif, qui a implanté des colonies juives, qui agit au nom d'une idéologie qui prétend parler au nom de tous les juifs, le sionisme. Donc quelque part, que nous le voulions ou non, nous sommes immédiatement concernés par ce crime. Il nous a paru extrêmement important qu'il y ait dans le mouvement de soutien à la cause palestinienne une composante juive. Pourquoi? Parce que cette guerre n'est ni une guerre raciale, ni une guerre communautaire, ni une guerre religieuse. Elle porte sur des questions essentielles, le refus du colonialisme et une paix que nous voulons sur la base de l'égalité des droits et de la justice. Nous sommes aussi solidaires en Israël de l'infime minorité d'anticolonialistes israéliens. On connaît des noms célèbres, Michel Warshawski, Amir Haas, Gideon Levy, Ilan Papé, et j'en oublie évidemment beaucoup, Nourit Pellet par exemple, qui se battent quotidiennement contre leur État, contre la politique criminelle de l'État d'Israël. Et nous sommes quelque part ici en Europe, avec d'autres associations juives européennes, les correspondants, et la caisse de résonance un petit peu de cette lutte. Et puis, quand on tient les propos que je tiens, si on n'est pas juif, on est instantanément traité d'antisémite. Si on est juif, on est traité de traître ayant la haine de soi. Et nous voulons par notre présence aussi contrecarrer l'utilisation, l'instrumentalisation de l'antisémitisme et du génocide nazi. Oui, dans mon passé, j'ai grandi complètement avec le souvenir, même plus que le souvenir du génocide, puisque la majorité de ma famille a disparu. Et nous ne tolérons pas qu'au nom de ce crime bien réel commis par l'Europe,
les Palestiniens qui n'ont pas le début d'une responsabilité dans ce crime paient aujourd'hui, 60 ans après, pour cela. On dit souvent que cette guerre est compliquée. En fait, elle ne l'est pas. Il y a un crime fondateur qui a été commis il y a 60 ans, la catastrophe, la Nakba. Et il n'y aura aucune espèce de paix sans la reconnaissance de ce crime et sans l'examen des moyens de remédier à ces crimes sur la base du droit international. Il y a aujourd'hui un peuple palestinien qui est majoritairement un peuple de réfugiés dispersés dans le monde. Il y a eu 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés de leur pays il y a 60 ans. Il y a, entre Méditerranée et Jourdain aujourd'hui, 5,5 millions de Juifs et 5 millions de Palestiniens. Les Palestiniens sont presque majoritaires. Mais aujourd'hui, dans un État juif, l'État d'Israël, les Israéliens possèdent tout. Ils ont toute la terre, ils ont tous les droits, ils ont l'eau. Et les Palestiniens sont réduits à vivre dans des conditions misérables, avec des statuts diverses, le pire des statuts étant celui des habitants de Gaza, qui vivent un blocus absolument insupportable. Il y a aujourd'hui une répétition générale des crimes qui sont commis. C'est les guerres incessantes, guerre contre le Liban en 2006, guerre contre Gaza en 2008. C'est l'étranglement d'une population. À Gaza, les convois ne passent pas. Ce sont les humiliations permanentes, ce sont les checkpoints. 500 000 Israéliens vivent dans des territoires occupés depuis 1967. Parmi ces territoires, il y a Jérusalem-Est qui a été annexée et où, sans arrêt, on expulse des Palestiniens, on détruit leurs maisons. Je vais essayer de donner un point de vue juif à ce qui se passe. On n'arrive pas à comprendre ce conflit si on ne comprend pas l'idéologie qu'il a créée. Cette idéologie, c'est le sionisme. Le sionisme a raconté une histoire aux Juifs dès la fin du XIXe siècle. À cette époque-là, les Juifs européens vivent l'antisémitisme quotidien, les pogroms. Le sionisme leur a raconté qu'ils étaient les descendants des Hébreux, que les Hébreux avaient vécu le récit biblique. La plupart des sionistes de cette époque n'étaient pas croyants. Ils ont pris le discours biblique comme étant une réalité historique. Sauf que la réalité est têtue. On sait maintenant, d'après les archéologues, que la Palestine a toujours été un pays multiple, avec des Iduméens, des Moabites, des Hébreux, des Philistins, et qu'aujourd'hui les descendants de cette population sont majoritairement les Palestiniens. On sait qu'il n'y a probablement jamais eu de royaume unifié que les sionistes essaient aujourd'hui de recréer, qu'il n'y a jamais eu de conquête sanglante de Canaan que les colons sionistes en Cisjordanie essaient aujourd'hui de recréer. Pire, la légende sioniste dit que les Juifs sont un peuple race. Seuls les nazis s'étaient permis de dire que les Juifs étaient une race. Et que les Juifs seraient les descendants des Hébreux et seraient les descendants de ceux qui ont été expulsés par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Un livre qui vient de sortir, celui de Shlomo Sand explique qu'il n'y a eu ni exil ni retour. Autrement dit que les Juifs ne sont pas les descendants de ceux qui sont partis. Ils sont les descendants de convertis, de Berbères pour les Juifs du Maghreb, de Khazars ou d'Allemands pour les Juifs d'Europe, ou d'Espagnols pour les Ladinos. Ce qui signifie que toute la théorie aujourd'hui qu'on enseigne en Israël dès le début, vous avez été en exil dans des pays de sauvages, dans des pays qui vous persécutaient, et nous vous avons offert un pays, cette théorie est fausse. Elle masque la réalité de ce qui s'est passé. La réalité de ce qui s'est passé, c'est dès 1900, un projet de conquête, un projet colonial, un projet qui petit à petit a marginalisé le peuple palestinien, l'a privé de sa terre, a commencé à le déporter et a programmé dès le départ une véritable purification ethnique, un nettoyage qui s'est achevé en grande partie en 1948. Le projet sioniste ne s'arrête pas là. Il prétend parler au nom de tous les Juifs. Il a inventé une théorie comme quoi les Juifs ne pouvaient pas vivre avec les autres peuples, que le mélange était impossible, que la lutte contre l'antisémitisme n'avait strictement aucun sens, que la lutte pour l'émancipation était inutile. Les sionistes sont isolés de la majorité des Juifs dont nous nous réclamons quelque part, qui se sont battus sans relâche pour l'égalité des droits de tous, pour l'émancipation et contre le colonialisme. La conquête de 1948 a été une véritable conquête coloniale, elle a été l'expulsion d'un peuple. Je voudrais dire maintenant que depuis 1967, la situation a considérablement empiré. Les sionistes ont installé 500 000 personnes en Cisjordanie et à Jérusalem. Ils ont programmé ce qu'ils appellent la fin de la guerre, l'achèvement de la guerre de 1948, c'est-à-dire l'expulsion définitive des Palestiniens. Il n'y aura pas de paix juste avec le sionisme. Ce projet, pour nous, ressemble à quelque chose comme l'apartheid.
Il faudra quelque part dépasser ou en finir avec ce projet pour arriver à une... Ce qu'était l'image d'Israël dans les années 70 et ce qu'est l'image d'Israël aujourd'hui, si on s'en tient par exemple à des sondages mondiaux de genre Gallup, qui a l'habitude de faire des sondages d'opinion internationaux qui ont une grande représentativité. Israël, dans les années 70, certains s'en souviennent, enfin, j'ai l'âge de m'en souvenir en tout cas, était le pays des survivants, celui qui faisait fleurir le désert, on arrivait, on était accueillis par le parfum des orangers, etc. Enfin, il y avait tout un discours propagandiste, mais il y avait aussi une perception extrêmement positive. Le nombre de jeunes gens qui se rendaient en Israël sans être spécialement sionistes, sans être juifs, qui allaient faire l'expérience des kibboutz, bref. Israël avait une image extrêmement positive, y compris d'ailleurs dans un certain nombre de pays africains où on adhérait à l'idée que les Israéliens s'étaient débrouillés pour faire valoir leurs droits et conquérir contre l'Empire britannique un territoire qu'ils géraient. C'était la partie sionisme comme idéologie, enfin comme principe de libération, d'émancipation nationale. Regardons où se trouve Israël aujourd'hui. Avec quoi voisine Israël? Avec l'Iran et la Corée du Nord, dans les sondages internationaux. Ça n'est pas la haine des Juifs qui s'est développée entre les années 70 et les années 2000. C'est la politique israélienne. C'est la mise en garde de Gaulle en novembre 67 lors de sa fameuse conférence de presse dans laquelle il parle du peuple sûr de lui et dominateur et dans lequel il met en garde Israël contre le vertige de la puissance qui l'a saisi et qui ne s'est jamais démenti malheureusement. De Gaulle prévoit que l'occupation des territoires, si elle se poursuit, donnera lieu à des actes de résistance qui seront qualifiés par les Israéliens de terrorisme et s'enclenchera ainsi le cercle vicieux de la violence, de la haine et tout. C'est cela qui a conduit à la haine d'Israël que l'on observe. Alors je me sens mis en danger par Israël. Il se trouve que je suis né à Jérusalem, que je suis d'origine israélienne, que je suis juif, ce dont je ne fais pas un argument le moins du monde. Mais puisqu'on parle là à un niveau personnel, ça ne me donne aucune légitimité, ça me met dans aucune position singulière. Simplement, du point de vue de ma propre perception, je me sens mis en danger. Et je pense qu'Israël, c'est pour ça que je ne me définirais même pas comme pro-palestinien, parce que je pense qu'Israël mène une politique suicidaire et que le nihilisme israélien entraîne avec lui le nihilisme de cette région. Et le nihilisme du Hamas est une sorte d'image en miroir de cette fuite en avant terrifiante dans laquelle Israël est engagé depuis maintenant des dizaines d'années. Voilà pourquoi je pense que notre rôle à l'extérieur d'Israël est plutôt de l'inciter à se désintoxiquer de cette colonisation. Or, les gens qui disent Israël a le droit de se défendre sans dire en même temps que les Palestiniens ont le droit de se défendre, ils loupent une partie fondamentale de la réalité. Au contraire, depuis l'assassinat de Rabin, qui a été le premier. Et pourtant, Rabin pensait à noyer Gaza. Hein. Je vous le rappelle, hein, il avait déclaré, il avait déclaré ça. Il voulait rendre Jérusalem mais on s'en fiche. aussi. On s'en fiche. J'admire Rabin. Ce sont des voilà. mots d'admiration que je vais prononcer pour Rabin, parce que il a changé. Oui, parce qu'il voulait noyer Gaza et il a compris à un moment qu'on ne pouvait pas traiter les Palestiniens comme des chiens indéfiniment et qu'il fallait leur accorder le statut d'humain, leur reconnaître des droits. C'était l'esprit d'Oslo. Rabin a été assassiné pour cela. Ces assassins sont aujourd'hui au pouvoir. Ceux qui ont commandité l'assassinat de Rabin, Netanyahou en premier, il est au pouvoir. Et là, on voit bien toute la contradiction qui est en train de se nouer. Israël a été attaqué. On ne va pas revenir sur cette violence meurtrière terrible du 7 octobre. Donc, dans son schéma cognitif, comme on dit, dans sa vision du monde, Israël ne pouvait pas ne pas réagir, devait attaquer et, en attaquant, aller exprimer son impuissance. Pourquoi ? Parce que le Hamas, ça ne s'éradique pas comme on peut arracher une mauvaise herbe dans un jardin. C'est pas du tout la même chose. Et il ne se combat pas non plus comme une armée régulière. Et il ne se combat pas comme une armée régulière. Ce qui veut dire quelque chose qui s'est noué il y a déjà longtemps, du temps de la colonisation, de cette idée selon laquelle ces formes nouvelles de combattants étaient comme un poisson dans l'eau au milieu de la population. C'est ça qui se retrouve. C'est-à-dire, effectivement, nul ne pense que le Hamas ait
plébiscité par tous les Gazaouis, mais l'observation sociologique simple nous montre qu'il y a quantité de liens, de relations, d'intégration, de proximité entre le Gazaoui lambda, quelles que soient ses options politiques, et le combattant du Hamas, soit parce que c'est son cousin, soit parce que c'est son voisin, soit parce que il y a tout un tas d'affinités du quotidien qui vient le lier, voire l'identifier à sa personne. Et donc le combat qui est en train de se mener, il ressemble au combat répressif des armées coloniales durant les guerres de décolonisation, qui peut-être avaient des succès tactiques passagers. Je pense à la bataille d'Alger en 1997, l'armée française a remporté des succès tactiques évidents, mais ça s'est terminé par un échec, par une défaite. C'est la loi de ces nouvelles formes de conflictualité. Alors il faut raisonner peut-être autrement qu'à travers le seul filtre valable de l'émotion. Il y a un mot, moi, qui me paraît essentiel, c'est le mot identification. Dans ce jeu nouveau des guerres asymétriques, on n'a pas encore trouvé le bon terme, je dirais ces formes nouvelles de conflictualité, c'est l'identification qui est en quelque sorte le moteur de l'histoire. C'est-à-dire, face à une situation, de qui vais-je me sentir le plus proche? C'est ça la question. C'est une question implicite que l'on ne se pose même pas, mais qui vient spontanément à l'esprit et qui crée ce que l'on appelle ces opinions publiques, et je dirais même de ces opinions publiques combattantes. C'est-à-dire, dans quel sens va-t-on se mobiliser? Et effectivement, on voit bien que, au-delà des émotions, ce spectacle d'une prison à ciel ouvert, de camps dans lesquels se trouvent retranchées des populations palestiniennes déjà réfugiées, c'est-à-dire qui viennent d'ailleurs en Palestine, qui viennent avec le souvenir de Haïfa ou avec le souvenir de Jérusalem ou je ne sais quoi, cette population-là, elle agit comme un aimant dans les logiques d'identification des Palestiniens eux-mêmes entre eux, des Arabes, des populations arabes, on le voit au Maroc, on le voit en Jordanie, on le voit dans quantité de pays, des musulmans, on le voit en Indonésie où il y a eu d'importantes manifestations. Et puis, je dirais, et ça, c'est le paramètre nouveau des relations internationales, de tous ceux qui, dans le monde, souffrent d'une manière ou d'une autre et qui ont tendance à transférer intellectuellement leurs souffrances sur des souffrances visibles et incarnées comme celle de la bande de Gaza, ce qu'on observe à Gaza aujourd'hui. Le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou a échoué le 7 octobre. Et il a échoué doublement. Dans la capacité à assurer la protection du peuple israélien, en laissant faire des massacres qui sont une abomination. Et il porte une responsabilité directe dans ce qui s'est passé. Et il a aussi un autre échec, c'est d'avoir encouragé une politique d'occupation et de colonisation qui continue à cette heure en Cisjordanie et qui constitue une autre menace pour Israël si un deuxième front en Cisjordanie venait à s'ouvrir. La force ne permet pas d'assurer la sécurité d'un peuple. C'est ça que tous les Israéliens doivent comprendre aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que le choix du gouvernement israélien, justement depuis le 7 octobre, c'est de surenchérir dans la force. Vous savez, ni la force, ni la vengeance n'assurent la paix et la sécurité. Ce qui assure la paix et la sécurité, c'est la justice. La justice n'est pas au rendez-vous. Le raisonnement du gouvernement israélien dans les bombardements qui ont lieu aujourd'hui est un raisonnement erroné. Et toute la communauté internationale peut le voir. Le principe, c'est nous ciblons des terroristes. Et malheureusement, il se trouve qu'il y a aussi des populations civiles, ce qu'on appelle pudiquement en langage militaire des dommages collatéraux. Il faut bien voir que ces dommages collatéraux ne sont pas des dommages accidentels, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement prévisible et parfaitement assumé. Mais là encore, la responsabilité, elle n'est pas seulement israélienne. Mais une fois de plus, arrêtons de poser la question de la responsabilité. Voyons la réalité de ce qui se passe sur le terrain. La faute, une fois de plus, permettez-moi de vous le dire, nous la laisserons aux historiens. Ce que nous voulons, c'est arrêter ces violences, arrêter ces massacres. Israël se met en danger encore plus aujourd'hui avec
ce type de guerre et ce type de frappe. Nous sommes essentiellement aujourd'hui, de la part du gouvernement Netanyahou, dans une politique de vengeance. Israël a droit à sa légitime défense. Mais une légitime défense, ce n'est pas un droit indiscriminé à tuer des populations civiles. Quand on cible une ambulance, on peut toujours imaginer que dans une des ambulances, il y avait un terroriste ou pas. Mais le résultat, c'est qu'il y a des enfants, des femmes qui meurent. Chaque enfant, chaque femme tuée, ce sont plus de terroristes. Donc l'objectif d'Israël, ce qu'il atteint, c'est exactement l'inverse de ce qu'il souhaite. Donc il est essentiel aujourd'hui de changer cette logique et de revenir à une stratégie qui soit fondée. Les otages, tout doit être fait pour obtenir leur libération. Mais ne l'oublions pas, le peuple palestinien est lui aussi pris en otage par le Hamas et par Israël. Et le Hamas, nous le savons tous, n'a que peu à faire du peuple palestinien. Donc dire au Hamas, on ne libérera pas, on ne lèvera pas le siège, on n'aura pas de trêve humanitaire tant que les otages ne seront pas libérés, c'est un dialogue de sourds. Benjamin Netanyahou mène une guerre pour tout faire pour que la solution politique ne vienne pas sur la table. Et c'est là où la communauté internationale, l'Europe, les États-Unis doivent dire à Benjamin Netanyahou que cette guerre n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable car elle nous conduit tout de suite. Parce qu'on voit bien, du Hamas, on va passer à l'Iran. De l'Iran, on passera à d'autres cibles. Et nous rentrons alors dans la logique de guerre des civilisations. Quand M. Benjamin Netanyahou dit qu'il y a d'un côté le peuple de la lumière et de l'autre le peuple des ténèbres, on voit bien dans quel engrenage nous nous situons. Toutes les guerres qui se déroulent depuis une vingtaine d'années sont des guerres qui commencent et qui ne se terminent pas. Ce sont des conflits gelés. On sait commencer une guerre, on ne sait pas la terminer. Et M. Benjamin Netanyahou pourra diriger le Gaza. Cela ne changera rien. Il continuera à avoir des attaques terroristes. Les Israéliens continueront à vivre dans la peur. Il faut sortir de cela. La deuxième raison pour laquelle c'est la guerre d'hier, c'est que la guerre contre le terrorisme n'a jamais été gagnée nulle part. La force n'est pas la réponse, une fois de plus. La vengeance n'est pas la réponse. La réponse, c'est la justice. Et ça, tous les peuples du monde, tous ceux qui aujourd'hui regardent ce qui se passe, en appellent à la justice. Qu'aujourd'hui, la direction qu'il faut suivre, c'est d'empêcher Benjamin Netanyahou de continuer sa logique suicidaire qui fera d'Israël un État assiégé. Ils peuvent assiéger Gaza. Ils seront assiégés. Et il ne faut pas croire que demain, on reprendra avec l'Arabie saoudite, avec les États arabes, une petite parole tranquille qui normalisera la situation. Non. Les blessures de l'histoire se réveillent. L'intérêt d'Israël, c'est d'avoir un État responsable à ses côtés. Et cet État responsable, il faut arrêter de couper les cheveux en quatre. Il doit clairement être la Cisjordanie, toute la Cisjordanie. Il doit être Gaza, avec un accès entre les deux territoires, et Jérusalem-Est. Le problème, et c'est tout le sens de la surenchère de Benjamin Netanyahou, c'est que Benjamin Netanyahou n'en veut pas. Et la politique de séparation, elle doit être digne, c'est-à-dire qu'elle doit conférer aux Palestiniens un État où ils pourront vivre, un État viable, un État véritable qui pourra se construire et qui sera d'autant plus en paix. Ça veut dire que les colonies en Cisjordanie doivent être retirées ? Eh bien, quand nous avons quitté l'Algérie, il y a 1 million de Français qui sont partis d'Algérie. Aujourd'hui, il y a 500 000 Israéliens qui colonisent la Cisjordanie et il y en a 200 000 qui sont à Jérusalem-Est. Ils doivent quitter la Cisjordanie. Eh oui, eh oui, c'est l'histoire, c'est la responsabilité, c'est le prix, je vous le dis solennellement, c'est le prix de la sécurité pour Israël. Et tous ceux qui, aujourd'hui, considèrent que ce ne sera jamais suffisant, eh bien, font la politique du pire. Alors, je commence du coup. Oui, c'est assez révoltant de voir la manière dont le Rassemblement national instrumentalise la question de l'antisémitisme, qui est une question fondamentale, grave, d'une triste actualité. Ouais, plus de 1000 actes antisémites enregistrés depuis 7 octobre. En un mois, c'est immense. Et donc, la manière dont le Rassemblement national instrumentalise tout ça se sert, moi je dis, se sert de la communauté juive pour, se racheter une sorte d'image respectable, donc se racheter une respectabilité, montrer que ce serait un parti républicain, démocrate, un parti comme les autres, un parti qui défendrait des positions antiracistes.
fait la blague. Donc, déjà, utilise la communauté juive à des fins de communication, voilà, disons-le. Et d'autre part, ce qui est tout aussi grave, utilise la communauté juive contre une autre communauté, qui est la communauté musulmane, puisque dans les mots même de tous les responsables politiques du Rassemblement national, il s'agit toujours de dire qu'il y a un seul antisémitisme aujourd'hui, c'est l'antisémitisme musulman, et qui sont le seul rempart en France contre cet antisémitisme-là, et que finalement, l'antisémitisme de ce qu'ils appellent les quartiers, l'antisémitisme de banlieue, etc., on connaît cette rhétorique, ce seraient eux les défenseurs donc, des juifs en France, des Français juifs, ce qui est odieux parce qu'évidemment, surtout quand on est juif ou d'origine juive en France, on ne peut pas accepter d'être instrumentalisé de cette manière contre une autre communauté qui sont des frères et des gens qui n'ont rien demandé à personne et qui se retrouvent au milieu d'une instrumentalisation qui est tout à fait éloignée et opposée au principe de l'antiracisme. Donc, il ne faut pas être dupe de ça. Le problème, c'est que ça fonctionne. Le problème, c'est que aujourd'hui, une partie de l'espace politique et même médiatique considère que le Rassemblement national a sa place dans cette marche, considère que finalement, si le Rassemblement national fait son aggiornamento sur la question de l'antisémitisme, bah c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Sauf que, ce revirement n'en est pas un. Encore il y a quelques jours, Jordan Bardella considérait que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Jean-Marie Le Pen qui a quand même évoquer la plus grande catastrophe du XXe siècle, c'est-à-dire l'extermination des Juifs d'Europe, comme un détail de l'histoire, et qui a dit également que l'occupation allemande en France n'avait pas été inhumaine. Bon, à partir de là... Condamné 5 fois d'ailleurs. Et qui a été condamné, absolument, et qui avait des liens avec des antisémites à ne plus savoir qu'en faire. Donc, évidemment, les liens avec cette histoire-là ne sont pas rompus. Le Rassemblement national a été créé ça a été un mélange de Vichy, d'Algérie française, enfin bref, tout ce qu'il y a de pire dans notre pays. Donc, premièrement, et juste pour finir, ne soyons pas dupes de cette opération de communication. Et puis, à ceux qui disent, finalement, comme je l'ai entendu, notamment Serge Klarsfeld, ça m'a fait très mal au cœur de voir un grand homme comme Serge Klarsfeld qui a tant fait contre le nazisme et pour la communauté juive, se féliciter que le Rassemblement national rejoigne cette marche. Moi, je voudrais simplement dire, l'antiracisme n'est pas à géométrie variable. Imaginons un instant que le Rassemblement national ait fait ce revirement, ce qui n'est pas vrai, mais voilà. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont des propos sur les musulmans tout à fait graves et problématiques. Et donc, on ne peut pas considérer, puisque sur les juifs ça va, on va les accepter. Non, l'antiracisme doit être total, absolu, et il ne peut pas être à géométrie variable. Mathieu Slama, c'est quand même une bonne chose que le CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France, s'oppose à la présence du RN. Oui, absolument. Il faut s'en féliciter, il faut le souligner. Et il faut ajouter qu'il est tout à fait dommage. Donc, vous parliez de ce communiqué. Moi, qui m'a moins choqué que vous, mais moi, ce qui m'a choqué dans ce communiqué, c'est une seule chose, c'est qu'il n'y ait pas eu l'extrême droite n'est pas la bienvenue. C'est une faute de Madame Brun-Pivet et de Monsieur Larcher, qui représentent l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont donc les représentants des grandes institutions républicaines de notre pays, doivent être sans ambiguïté sur la question de l'extrême droite. Donc ça c'est une faute très grave. Et par conséquent, il y a un grand malaise. Il y a un grand malaise que je comprends. Alors, moi, je ne sais pas quoi penser de. Qu'allez-vous te poser la question? Je ne sais pas quoi penser. Est-ce que vous comptez aller à cette marche? Je comprends. Moi, je crois que il faut une grande marche contre l'antisémitisme dans le pays. Je comprends ce que vous dites quand vous dites une marche qui soit sur tous les racismes, mais je crois qu'il faut une marche sur l'antisémitisme en tant que tel. Mais sans problème. Mais voilà, avec ça fait des décennies qu'on n'en a pas eu. C'est pas normal. On sait que l'antisémitisme, contrairement à ce que certains disent, n'a pas disparu. Au contraire. Cette marche, moi, je m'en réjouissais. Je veux dire, c'est une très bonne chose qu'il y ait une marche contre l'antisémitisme, et je trouve que dans l'absolu, c'est une très bonne chose. Là où je comprends le désarroi de certains, c'est de se dire que manifester contre l'antisémitisme aux côtés de personnes qui sont les héritiers de la tradition la plus antisémite dans notre pays, c'est moralement impossible. Et je comprends ce dilemme.
Et c'est pour ça que je ne peux pas personnellement en vouloir à certains qui disent on ne peut pas venir à cette marche à cause de cela. C'est vraiment dommage. En fait, tout est là. On n'est pas capable aujourd'hui de parler de l'antisémitisme en tant que tel sans tout de suite parler des sujets de politiciens, sans parler d'Israël, sans parler du Proche-Orient, etc. etc. On peut pas dire... Je suis désolé, je ne peux pas entendre l'idée que Israël ait une responsabilité dans l'antisémitisme. Je ne peux pas entendre une chose pareille. L'antisémitisme est un fléau qui existe en tant que tel. Les antisémites existent en tant que tels. Ils n'ont pas besoin de prétexte et ce ne sont pas les juifs qui sont responsables de l'antisémitisme. Je pense que c'est très important de le dire. Je sais que c'est pas ce que vous dites, mais on entend parfois ce discours-là, et quand on dit que finalement Israël a une responsabilité... Non, moi je ne veux pas entendre ce discours-là. Les Juifs ne sont pas... Le gouvernement d'extrême droite israélien a régulièrement désigné qui étaient les bons Juifs, qui étaient les mauvais Juifs. Vous êtes un Juif antisémite, vous êtes un bon Juif. C'est dangereux. Ce que je dis, c'est qu'il faut aussi entendre la parole des concernés de la communauté juive. Quand la communauté juive s'inquiète de la montée de l'antisémitisme, il faut l'entendre. Que les personnes soient d'un mauvais bord politique, à la limite, peu importe. Il faut entendre aussi les premiers concernés. Et les premiers concernés par rapport à l'antisémitisme, c'est les juifs. Ce que je dis simplement, c'est que on ne peut pas faire de l'antisémitisme quelque chose qui serait constamment lié à la question du Proche-Orient, à la question d'Israël, à toutes ces questions-là, et je suis d'accord avec vous, ça vaut pour tout le monde. L'antisémitisme est un problème en soi. La cause de l'antisémitisme est un problème en soi. Mais on est d'accord que l'explosion, excusez-moi, mais l'explosion des actes très graves qui existent, les 1040 actes depuis un mois, il est lié en contexte, et l'appel le dit très très bien. Il dit depuis l'attaque terroriste perpétrée. Bien sûr qu'il est dans ce contexte-là, mais on doit pouvoir se mobiliser contre l'antisémitisme sans faire référence au Proche-Orient et regarder le fléau de l'antisémitisme en tant que tel. Les Juifs se font persécuter depuis toujours dans n'importe quel pays et en France en particulier. Ça existait avant le conflit israélo-palestinien, ça existera après le conflit israélo-palestinien. L'antisémitisme existait avant le conflit israélo-palestinien et existera après. Mais c'est pour ça que je dis que la première responsabilité, c'est ceux qui sont alignés avec l'extrême droite. Je finis juste sur un point vraiment très rapidement. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que on se retrouve piégé. On se retrouve piégé sur la question de l'antisémitisme parce qu'il y a d'un côté une partie de la droite et l'extrême droite qui instrumentalise ça, et comme vous l'avez très bien dit, contre les musulmans et pour faire avancer leur propre agenda qui est tout sauf antiraciste. Et ça, c'est une honte parce qu'encore une fois, l'antisémitisme doit être lié à tous les combats antiracistes. Et on ne peut pas être d'un côté contre l'antisémitisme et puis de l'autre côté islamophobe. Enfin, ça n'a aucun sens. Et puis de l'autre côté, à gauche, il y a une difficulté fondamentale à aborder l'antisémitisme en tant que tel. Quand j'entends que certains membres de LFI disent qu'il ne faut pas une marche contre l'antisémitisme, mais contre toutes les formes de racisme, etc., moi, ça me désole. Non, il faut une marche contre l'islamophobie, mais il faut aussi une marche contre l'antisémitisme. Et c'est important de ne pas mettre en concurrence les différentes choses, etc. Chaque cause est importante. Et ce n'est pas parce qu'il y a un gouvernement d'extrême droite israélien qui est détestable et qui mène une politique qui est contraire au droit international et au droit humanitaire et puis aux droits fondamentaux élémentaires que la cause de l'antisémitisme n'est pas une cause fondamentale dans notre pays. Mais c'est la première grande marche contre l'antisémitisme dans notre pays depuis je ne sais pas combien de temps. Et je pense qu'on en a besoin. Donc je n'ai pas de réponse à votre question. Je suis dans un conflit intérieur total parce que les deux positions, je les comprends. Et je comprends aussi que des personnes, notamment des Français juifs ou d'origine juive, se sentent écœurés à l'idée de marcher pas très loin, même avec un cordon, comment se manifesterait-il? Je ne sais pas, mais même avec un cordon qui les séparerait de personnes qui sont des personnes extrémistes et qui sont historiquement des ennemis absolus de la communauté juive en France. Oui, qu'il n'y a plus de retour son possible. Arrivée au pouvoir. Oui. Et si en plus le Rassemblement national arrive à faire croire qu'il est un allié de la lutte contre l'antisémitisme, là, le tour de passe-passe sera pleinement réalisé et là, évidemment, ça participe de sa normalisation et de son arrivée au pouvoir. Et ça serait la pire des choses. Mais qui l'a normalisé ?
Au massacre à Gaza, la France doit demander un cessez-le-feu immédiat. L'armée israélienne soumet la bande de Gaza à des bombardements indiscriminés d'une violence inouïe et à un blocus total qui prive la population d'eau, de nourriture, d'électricité, de médicaments et de moyens de communication. Les hôpitaux, lorsqu'ils fonctionnent, opèrent aujourd'hui sans anesthésique. En Cisjordanie occupée, la population palestinienne est soumise à la violence redoublée de l'armée et des colons, ainsi qu'à un bouclage du territoire. Les massacres de civils commis par le Hamas le 7 octobre ne peuvent en aucun cas justifier qu'Israël commette d'autres crimes de guerre avec l'aval de ses alliés. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la fin des bombardements des offensives terrestres et des déplacements forcés de population, ainsi que la levée immédiate du blocus. Nous rendons hommage à l'ensemble des populations civiles victimes de ce conflit. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, de l'arrêt de la colonisation et de la fin de l'occupation israélienne dans le respect de l'ensemble des résolutions de l'ONU. Cessez-le-feu immédiat, arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, levée immédiate du blocus, protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Les libertés d'expression et de manifestation, libertés démocratiques fondamentales doivent être respectées. Donc nous appelons à Besançon à nous rassembler et à manifester sur les bases de cet appel, en solidarité avec le peuple palestinien. Et je vais vous citer les organisations signataires de cet appel. Donc il y a Palestine Amitié, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, le Mouvement de la paix, Attaque, CCFD Terre Solidaire, ACCMA, la Nuée, Nous Toutes, Solmiré, LVN, Partager et Agir. Et il faut ajouter Terre Solidaire du Doubs. Voilà. Pour les syndicats, Solidaire 25, la FSU, l'AEB, la CGT. Et pour les partis politiques, à Gauche Citoyen, les écologistes, Ensemble, Gauche éco-socialiste, Génération, la France Insoumise, le nouveau parti anticapitaliste, le parti de gauche et le parti communiste français. Je passe la parole à Noël. Oui, moi je vais parler de la militante palestinienne Mariam Aboudaka, militante responsable du FPLP, le Front de Libération de la Palestine, qui était en France depuis plusieurs semaines à l'invitation de divers collectifs de défense des droits des Palestiniens pour une série de conférences et qui, à notre connaissance, vient d'être expulsée de France sur décision du ministère de l'Intérieur, confirmée par le Conseil d'État. Et je crois que nous pouvons dénoncer ce scandale. Cette femme est d'origine gazaoui. Et si elle est renvoyée à Gaza, on imagine ce qui va lui arriver. Par ailleurs, une information pour les semaines à venir, les manifestations à venir. Il est proposé une réunion du collectif Palestine de Besançon élargie à toutes les organisations qui veulent y participer, mardi soir,
très probablement à la maison des syndicats, mais ce sera confirmé par mail, à 18 h. Et il y sera discuté la forme des prochaines manifestations, en particulier pour répondre aux accusations qui sont portées contre les manifestations pro-palestiniennes d'être des manifestations antisémites. Et aussi peut-être l'élargissement à toutes les formes de racisme et de xénophobie. Donc mardi, 18 h, à la maison des syndicats. Et maintenant, on va passer la parole à une manifestante qui va nous lire un poème. Et bonjour, j'ai quelque chose à dire, mais en fait, tout le monde sait déjà ce que je vais dire. Israël tue les enfants palestiniens, des milliers, sur leur toit, sur le feu. J'aimerais pouvoir vous raconter une nouvelle histoire. Une pour laquelle vous n'avez pas besoin de couvrir les oreilles de vos enfants. Une qui s'interroge bien dans le cadre de votre journal. Une qui n'est pas contraire à vos conditions de publication. Des Palestiniens sont tués. Cela sont-ils mieux? Dans un monde sans âme, avec des hommes sans visage, nous sommes tous des clones. Des troupeaux avec un travail à faire le matin et des télés qui déversent leurs foutaises dans nos têtes le soir. Des gens meurent. Je ne fais pas de politique, je veux vivre en paix, mais la paix perd-elle sa signification au-delà des frontières occidentales? Notre argent paisible n'a-t-il pas traversé un certain nombre de massacres sur son chemin vers nous? Ne va-t-il pas en traverser un autre? Des gens sont morts, il fait beau et les soldes d'hiver ont commencé. En fait, couvrons les oreilles de nos enfants et profitons des soldes d'hiver, car nos enfants grandiront et verront le sang sur nos mains. Car les histoires des amis innocents survivront à nos vêtements qui pourrissent dans un dépotoir du tiers-monde. Il était une fois la Palestine. Bon. Donc on va partir. La manifestation va démarrer par là-bas, côté palais de justice, mais la voiture est obligée de sortir de l'autre côté. Donc on vous demande quelques minutes de patience, le temps que le véhicule se mette en place. Moi j'aimerais intervenir au nom de Lutte ouvrière, parce qu'on a aussi des choses à dire, même si on n'appelle pas à cette manifestation aujourd'hui. Enfin, on n'est pas dans les signataires. Moi, ce que je voulais dire, ça rejoint un peu ce que vient de dire la camarade, c'est qu'à Gaza, le déluge de feu a fait près de 10 000 morts, des dizaines de milliers de blessés sont privés de soins et toute la population est menacée par le manque d'abri, d'eau, de nourriture et de médicaments. Nous sommes là pour dénoncer cette politique de terreur menée par l'État d'Israël contre les populations. Des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, qui eux n'ont pas de visage, pas de nom, pas d'histoire. Ils ne sont que des chiffres, rien que des chiffres. Et pendant que l'armée israélienne transforme Gaza en cimetière à ciel ouvert, les colons de Cisjordanie s'occupent d'expulser les Bédouins, terrorisent et tuent des paysans palestiniens sous l'œil complice des soldats israéliens. En Israël, les 2 millions de citoyens arabes sont sommés de raser les murs et de se taire. Symbole de cette punition collective, il y a aussi le sort fait aux ouvriers gazaouis qui travaillaient en Israël le 7 octobre. 4000 d'entre eux ont été emprisonnés pendant 25 jours, interrogés comme des criminels, torturés pour certains. Cette vengeance sur les Palestiniens, peuple opprimé, colonisé et réprimé depuis des décennies, provoque partout dans le monde de plus en plus d'opposition et de révolte. C'est l'expression d'une colère contre la politique de Netanyahou, mais aussi contre les grandes puissances impérialistes qui continuent de soutenir inconditionnellement Israël. Car depuis des décennies, ces grandes puissances occidentales qui se prétendent démocratiques ont fait de l'État d'Israël leur bras armé dans la région. Elles ont couvert tous ces crimes et elles continuent. En la matière, les maîtres du jeu, ce sont les États-Unis. S'ils le voulaient, les États-Unis pourraient stopper Netanyahou et l'armée israélienne. Mais même s'ils craignent que cette répression aveugle finisse par mettre le feu à toute la région, ils restent sur leur ligne de soutien à Israël dans tous ces crimes, car ils ne veulent pas lâcher
leurs plus fidèles alliés dans la région. Les Palestiniens sont ainsi sacrifiés sur l'autel de l'impérialisme. Et cela dure depuis 75 ans. Mais la tragédie qui se passe à Gaza, c'est aussi la preuve irréfutable de la faillite de la politique nationaliste d'Israël, mais aussi des organisations nationalistes comme le Hamas, le Fatah, l'OLP, politique nationaliste qui est une véritable impasse pour les peuples. Les morts de Gaza font écho à ceux du Yémen, du Congo, de l'Afghanistan, du Soudan, du Mali, aux millions de femmes et d'hommes chassés de chez eux par les guerres et par la misère et qui se retrouvent eux aussi réfugiés à vie. Alors l'émotion et la solidarité qui s'expriment vis-à-vis des Palestiniens dans tant de pays et ici même doivent se transformer en conscience que tous les exploités du monde sont liés dans un sort et un combat commun, celui d'en finir avec l'ordre impérialiste. Oui, le peuple palestinien a le droit légitime de disposer d'un État comme le peuple israélien. Ces deux peuples pourraient vivre côte à côte. Il y a de la place dans la région. Mais ça ne se fera que par l'unité des travailleurs et pas seulement pour la Palestine et Israël. C'est valable aussi pour les travailleurs de Jordanie, d'Égypte, du Liban et du Maghreb. C'est la seule perspective qui vaille le coup pour l'ensemble des peuples. Et nous qui vivons dans une de ces citadelles, nous avons un rôle à jouer dans ce combat. C'est construire un parti visant le renversement du capitalisme et l'édification d'une société socialiste dirigée par les travailleurs à l'échelle internationale. Un parti qui opposera à la politique de division de la bourgeoisie le mot d'ordre d'unité de tous les opprimés et travailleurs de la planète. Bravo. Mais pourquoi ne pas soutenir la manifestation? Ah d'accord, on n'est pas dans le collectif. On n'a pas signé l'appel par contre, on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais vous venez à la manifestation? Mais évidemment. Ah oui d'accord, mais c'est juste... D'accord. De l'autre côté? Vous avez quelque chose de l'autre côté? Merci. Bon, t'as bien filmé Antoine, hein, j'espère. Oui, il y a tout. Il y a tout. Tu as le site? Oui, je... D'accord, voilà, on a toujours tous les films. Hein. Oui, oui, oui. On passe sur Canal+ ce soir. Frontière, une seule classe ouvrière, Israéliens, Palestiniens, unissons-nous contre la guerre. Stop au massacre, stop à l'impérialisme et ses manœuvres, stop au massacre, stop à l'impérialisme et ses manœuvres. Donc en fait, tout de suite après le combattant, sur la gauche, il y a l'église de la Madeleine. Ben, juste après, il y a les bains douches. Et c'est un espace associatif où il y a des locaux au premier étage. Et c'est là qu'il y a... Voilà, exactement. Ok. T'as piqué un drapeau? Ouais, non, parce que... Elles volent tous les drapeaux, faire attention, hein. Mais c'est pour la bonne cause. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine.
Stop à l'impérialisme et ses manœuvres. Le capitalisme, c'est la désolation, chômage et inflation, guerre et oppression. Le capitalisme, c'est la désolation. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Résiste, Palestine, existe, Palestine, 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 résiste, Palestine, résiste, Palestine, existe, Palestine, résiste, Palestine, existe, résiste, Palestine, existe, Palestine, résiste, Palestine, existe, Palestine. Nous sommes tous des Palestiniens. 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 Nous sommes tous Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous.
C'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine. Libérez la Palestine, libérez Gaza. 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 Libérez la Palestine. Israël, assassin, Macron complice. 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 Israël, assassin. Enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité, on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité, on assassine. Israël, assassin, Macron complice.
L'Ardenne a les frontières. Gaza, on est tous avec toi. Gaza, 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 Gaza, on est tous avec toi. Une nouvelle manifestation. Il y a manif ou il n'y a pas manif? D'accord. Voilà, donc faites circuler l'information. Utilisez les réseaux sociaux. Il y a assez rapidement, on produit une image qui peut être partagée qui appelle à la manifestation. Donc, on va se réunir, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la semaine pour décider de mardi pour décider de la suite, parce qu'il y aura une suite. Vous avez tous compris qu'on était malheureusement engagés dans un événement qui va durer longtemps. Et donc, on étudiera les modalités de la poursuite de nos protestations au-delà de samedi prochain. Mais donc, pour le moment, samedi prochain, 14h, Esplanade des droits de l'homme. Et surtout, donc, mardi à 18h à la Maison des syndicats, réunion du collectif élargi à toutes les organisations, associations et partis politiques, ainsi qu'un certain nombre d'individus, voilà. Hein, n'hésitez pas à faire circuler l'information, c'est aussi là que se prenne la décision. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant, devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants. Déclarons la paix sur terre, unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier, qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant, devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants. Déclarons la paix sur terre, unilatéralement. Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint. La force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant, devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants. Déclarons la paix sur terre, unilatéralement. La force de la France, elle est dans ces poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Couvrez leurs yeux de cendre, tranchez leur gorge ouverte, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant, devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants. Déclarons
la paix sur terre, unilatéralement. La force de la France, elle sera immense, défiant à jamais et l'espace et le temps. Le jour où j'entendrai reprendre ma romance dans la réalité de la foule chantant. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre, unilatéralement. Par la colombe et l'olivier, par la détresse du prisonnier, par l'enfant qui n'y est pour rien, peut-être viendra-t-elle demain, avec les mots de tous les jours, avec les gestes de l'amour, avec la peur, avec la faim, peut-être viendra-t-elle demain, par tous ceux qui sont déjà morts, par tous ceux qui vivent encore, par ceux qui voudraient vivre enfin, peut-être viendra-t-elle demain, avec les faibles, avec les forts, avec tous ceux qui sont d'accord. Ne serait-il que quelques-uns, peut-être viendra-t-elle demain, par tous les rêves piétinés, par l'espérance abandonnée, à Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain, à Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain, à Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain, la paix.